messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce 20h, édition que nous ouvrons par l'actualité judiciaire. Ancienne sénatrice sous le régime libéral, Aïda Ndiongue fait face ce vendredi au procureur de la République après une nuit passée à la section de recherche de Colobane en sa compagnie Abdou Aziz Diop, ancien directeur de cabinet d'Oumar Sarr au ministère de l'Habitat. Les deux sont accusés de détournement de deniers publics. Thierno Ousmane Sy obtient une liberté provisoire devant la chambre d'accusation de la Cour d'appel. L'ancien conseiller antique du président Ouad reste tout de même sous contrôle judiciaire et suspendu à la décision du parquet général. La société Thon Pêcherie Frigorifique avait mis les clés sous le paillasson depuis 2005 avec une dette de près de 150 millions de francs CFA. 8 ans après, ses employés attendent encore le paiement de leurs indemnités de licenciement composées exclusivement de femmes. Ces travailleuses tirent la sonnette d'alarme. À Matam, le système scolaire à l'arrêt puisque 200 professeurs sortant de la FASTEF, la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation, ont abandonné les salles de classe victimes de ponctions sur les salaires. Ils crient à l'injustice et demandent à être rétablis dans leurs droits. Sport, la Ligue 1, football bien sûr, saison 2013-2014, une saison qui démarre ce week-end. Dans cette édition, tableau des forces en présence et déjà un premier choc dès ce samedi. Le champion en titre Diambar se déplace à Alassane Digo pour affronter l'AS Pikine. L'invité de ce 20h s'appelle Famara Seidi. Il est le président de l'association des clients de banque, taux de prêt, transactions bancaires et risques. Voilà des questions que nous aborderons avec notre invité. Bienvenue à tous. Abdou Aziz Diop et Aïda Ndiongue font face au procureur de la République ce vendredi après avoir passé une nuit à la section de recherche de Colobane. Ces deux personnalités du Parti démocratique sénégalais sont accusées de détournement de deniers publics dans un marché qu'Aïda Ndiongue avait gagné en 2011. Retour sur les faits, Fatima Ba. Rebondissement dans l'affaire des produits phytosanitaires du plan Diakhaye. L'ancien directeur de cabinet d'Oumar Sarr au ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme Abdou Aziz Diop et l'ex-sénatrice Aïda Ndiongue ont passé la nuit à la section de recherche de gendarmerie de Colobane. Selon des sources judiciaires, ils ont été épinglés pour un marché d'approvisionnement de matériel agricole gagné par la responsable libérale Aïda Ndiongue en 2011. La femme d'affaires devait livrer des motopompes, des brouettes et des pelles au ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, mais seule une partie du matériel a été livrée alors qu'elle aurait touché l'intégralité de la somme prévue. D'autres sources indiquent que le reste du matériel serait entreposé dans des magasins appartenant à Aïda Ndiongue. C'est ce dossier qui incrimine les deux responsables libéraux. Aïda Ndiongue est mise en cause dans le dossier des produits phytosanitaires du plan Diakhaye, un dossier qui est entre les mains du doyen des juges Mao Sémou Diouf. Il est question de plusieurs milliards de francs CFA dans cette affaire. De son côté, Abdou Aziz Diop est en liberté provisoire depuis le 5 novembre dernier après près de 4 mois de détention dans le cadre de l'enquête sur le plan Diakhaye. Estimée à plus d'1 milliard de francs CFA a été payée par Oumar Sarr. Fatima Ba, merci. Retenez toujours dans cette actualité judiciaire que Thierno Ousmane Sy a obtenu la liberté provisoire devant la chambre d'accusation de la Cour d'appel. Un conseil spécial antique sous l'ère Ouad est tout de même placé sous contrôle judiciaire, suspendu à la décision du parquet général qui a 5 jours pour faire un pourvoi en cassation. Thierno Ousmane Sy a été arrêté le 27 février 2013, accusé de détournement de deniers publics, blanchiment d'argent, prise illégale d'intérêt indûment perçu lors de l'attribution de la 3e licence de téléphonie à la Sudatel. Les travailleuses de la défunte société de traitement de thon pêcherie frigorifique veulent rentrer dans leurs droits et exigent le paiement de licenciement à l'occasion d'un point de presse qu'elles ont tenu ce matin. Ces journalières ont indexé du doigt Mansour Kama. Pour rappel, cette entreprise de pêche avait été liquidée en 2005 avec une ardoise estimée à plus de 150 millions de francs CFA. Compte rendu Maïmouna Ndiaye à Lundiagne. Une seule revendication, le paiement de leurs indemnités de licenciement. 8 ans après la liquidation de leur société, ces journalières réclament toujours justice.
Depuis l'arrivée de Mansour Kama et de Faisal Shahara dans cette société, on n'arrivait plus à joindre les deux bouts. Je peux même dire qu'ils nous exploitaient. Cette affaire est traînée devant la justice pendant 25 ans. Ce n'est que le 23 novembre que le tribunal a tranché à notre faveur. Depuis lors, nous n'avons reçu aucun rond. Ces contractuels sont au nombre de 158. Chacune d'entre elles demande 1 275 000 francs CFA aux actionnaires de l'entreprise. Ces actionnaires nous doivent 1 275 000 francs chacune. On ne peut plus supporter ce calvaire. Dans leur combat, ces travailleuses sont appuyées par le syndicat national des travailleurs des industries alimentaires du Sénégal. Elles n'excluent pas de marcher pour le remboursement de leurs dus. Nous allons vers une marche dans les jours à venir. Si solution n'est pas trouvée, nous entamons une grève de la faim. Nous allons intenter un procès au niveau du tribunal hors classe du travail de Dakar. Et effectivement, le tribunal nous a donné raison, après avoir évidemment couru pendant 1 an de procès. De renvoi à renvoi, le tribunal a délibéré et nous a donné raison. Effectivement, ces bonnes dames, elles sont 158 pour avoir un droit de licenciement abusif, mais aussi de droit d'indemnité, donc, mais aussi de congés non payés. Il y a plusieurs fiches de réclamation. Nous en interpellons aussi, nous interpellons l'État au plus haut niveau, Monsieur le Président de la République, pour qu'effectivement pareille chose ne puisse prospérer. Ces journalières comptent poursuivre leur plan d'action jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Joint au téléphone, Mansour Kama, patron de la CNES, la Confédération nationale des employés du Sénégal, affirme n'avoir rien à déclarer sur cette affaire. L'intersyndicale des travailleurs du nettoiement déclare qu'elle n'est pas concernée par la grève des concessionnaires en cours depuis 72 heures. Toutefois, ces agents ont observé un arrêt de travail ce vendredi, exigeant de meilleures conditions de travail. Doudou Sarr est leur porte-parole. Nous ne sommes pas restés 3 mois sans salaire. Ce sont les concessionnaires qui sont chargés de la logistique, parce que c'est eux qui amènent les camions, et aujourd'hui par exemple, après ce sont les techniciens de surface qui s'occupent vraiment du ramassage des ordures. Mais nous quand même, nous sommes simplement à 1 mois de salaire. Jusqu'au moment où je vous parle, on n'a pas encore reçu nos salaires, mais il n'y a pas d'antécédent pour nos salaires. Ce sont les concessionnaires qui réclament 4 mois de salaire. Nous sommes ni associés de près ni de loin à ce mouvement, mais nous avons observé quand même un arrêt de travail, parce que nous n'allons pas aujourd'hui arrêter le travail à cause d'un salaire, parce que nous avons des problèmes beaucoup plus cruciaux. Aujourd'hui, nous avons par exemple, depuis l'an 2006, nous travaillons sans bulletin de salaire, et je pense que dans une structure organisée, je pense que ça c'est le minimum, c'est d'avoir un bulletin de paye. Les gens partent aujourd'hui à la retraite à l'âge de 55 ans, c'est ce qui est arbitraire. Et les gens qui y travaillent sont des agents non fonctionnaires de l'État. L'âge d'admission à la retraite est de 60 ans. Voilà les problèmes vraiment auxquels aujourd'hui nous sommes confrontés. Nous allons à présent à Matam pour parler de ces perturbations scolaires pour avoir subi des ponctions sur leur salaire du mois de novembre. 200 professeurs sortant de la FASTEF, la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation, ont abandonné les salles de classe. Ils veulent être rétablis dans leurs droits. Correspondance à Liban-Belgnan. Au moment où la région de Matam souffre d'un manque criard de professeurs, le système scolaire connaît de nouvelles perturbations. Les 200 professeurs sortant de la FASTEF ont abandonné les salles de classe pour se retrouver dans l'enceinte de l'inspection d'académie de Matam. Ils exigent le paiement intégral de leur salaire du mois de novembre. Il veut dire qu'on nous a ponctionné notre salaire de ce mois-ci, alors que ceci n'est pas normal, ou alors que ceci n'est pas fait dans les autres régions. Donc sur ce, mais parti voir les responsables, ils ont fait savoir qu'à leur niveau, ils n'y peuvent rien. Nous partons tout de suite voir M. le gouverneur, essayer de rencontrer, d'échanger avec lui avant de passer à l'acte. Parce que ce qui est sûr, la somme qu'on nous a prise, on la rendra, ça c'est sûr et certain. Nous sommes prêts à passer à l'acte, ça c'est sûr. Une revendication qui ne semble pas convaincre les autorités administratives locales, tout comme les services financiers. On leur a imputé 5 jours. Je leur dis que c'est normal parce que vous tous, vous avez pris service le 6 novembre. Et pour le salaire, ils savent bien
qui a les éléments constitutifs suivants. Pour percevoir son premier salaire, il faut d'abord produire l'OS national qui vous affecte à Matam, à l'inspection d'académie de Matam. Et il faut également produire l'OS que l'inspecteur vous a délivré pour vous affecter dans un collège ou bien dans un lycée. Et ensuite, comme troisième élément constitutif, il faut le certificat de prise de service. Et je rappelle que le salaire, court à partir de la date de prise de service. Les négociations entamées avec l'IA, tout comme au bureau du contrôleur régional des finances de Matam n'ayant pas abouti, le collectif des professeurs sortant de la FASTEF compte ainsi dérouler un plan d'action. Un combat dans lequel ils peuvent déjà compter sur l'apport des syndicalistes. Bon, on pense d'ores et déjà que ça c'est une injustice. La région de Matam ne peut pas à chaque année, les FASTEFiens, vivre une injustice de ce genre. Nous appelons le ministre qu'il prenne ses responsabilités, qu'il aille à l'essentiel. Voilà l'essentiel. Il faut laisser les futilités et faire entrer ces gens-là dans leurs droits. Le salaire est sacré, on n'y touche pas. Au niveau de la région de Matam, à chaque année, on revoit les mêmes situations. Les enseignants qui reviennent ou bien qui viennent de la FASTEF restent ici des fois sans être payés entièrement. Nous, disons que nous allons prendre cette même situation en main et ils seront payés, qu'ils le veuillent ou pas. À la veille des fêtes de Noël, le système éducatif en prend tout simplement un sacré coup avec ces professeurs qui devaient combler le gap dans presque l'essentiel des établissements scolaires du moyen secondaire. L'éducation toujours, mais sous un visage beaucoup plus reluisant. L'université de Thiès tient ses journées scientifiques, culturelles et sportives les 17, 18 et 19 avril 2014. Le thème de cette édition portera sur l'agriculture et durant 3 jours, l'université de Thiès aura l'occasion de montrer son potentiel. Et à l'occasion du lancement officiel qui s'est tenu ce matin, le recteur a annoncé également l'achèvement de travaux en cours. Tout de suite, le compte-rendu de Cheikh Abdou Khadr Bakesek. L'université de Thiès prépare activement ses journées scientifiques, culturelles, sportives prévues au mois d'avril. Ce sera une tribune pour cette université de montrer tout son savoir-faire. Pendant ces moments d'échange et de partage, l'agriculture sera au cœur des débats. Les pays développés sont obligés de mettre l'accent sur l'agriculture parce que l'agriculture, c'est le secteur qui produit la nourriture. Donc, pour parler de manière simple, des pays comme les nôtres, cela est évident. N'oublions pas que l'ISFAR de Bambey, qui fait partie de l'université de Thiès, est là depuis l'indépendance, quasiment 50 ans. Cette année, nous avons l'ENSA, qui forme des ingénieurs agronomes, qui est là depuis 33 ans. Donc il y a une bonne tradition d'études et de recherches dans le domaine de l'agronomie. Le thème de cette première édition, agriculture et sécurité alimentaire, enjeux et perspectives, ce qui s'inscrit en droite ligne des ambitions du gouvernement. Pour rappeler l'effort que le gouvernement est en train de faire avec le soutien de ses partenaires pour la mise à disposition d'infrastructures au niveau de l'université de Thiès, puisque un projet de 3 milliards de construction pour l'université de Thiès devrait démarrer en 2014. À cela, il faut ajouter l'achèvement des travaux des 3 chantiers de Thiès affectés à l'université de Thiès, l'auberge des jeunes, l'hôtel du Rail et le palais du Congrès, pour lequel la loi de finances rectificative de 2013 a consacré 600 millions et dans le cadre du budget 2014 du ministère de l'Enseignement supérieur, 200 millions sont affectés. À cela, il faut ajouter aussi 80 millions qui sont affectés au bâtiment, dit ici bâtiment de l'IST. L'université de Thiès enregistre un bon taux de réussite en premier et deuxième cycle. Elle compte jouer un grand rôle dans un contexte marqué par la crise de l'enseignement supérieur. Thème qui est en parfaite adéquation avec les orientations du gouvernement. Vous le savez, la première priorité de développement économique et social de notre pays est dictée par le président de la République, c'est l'agriculture. L'agriculture doit être porteuse d'emplois, porteuse de création de richesses, porteuse aussi de lutte contre la pauvreté, mais surtout porteuse de l'émergence économique et sociale de notre pays. L'université de Thiès enregistre un bon taux de réussite en premier et deuxième cycle. Elle compte jouer un grand rôle dans un contexte marqué par la crise de l'enseignement supérieur.
Solidarité entre femmes, on en parle. L'association pour l'aide au développement des femmes tend la main au sort de ficelle situé dans le département de Mbour. La structure a remis un chèque d'une valeur de 3 millions de francs CFA à la gente féminine de la localité, tout en prêtant une oreille attentive aux doléances des unes et des autres. 10 après Raya Yayalo. L'association pour l'aide et le développement des femmes du monde rural vient en aide aux femmes de Ficelle. Elles ont octroyé des dons d'une valeur de 3 millions de francs CFA à ces femmes. Mieux, l'association compte répertorier les difficultés auxquelles elles font face et y apporter des solutions. Ces dons-là ne représentent pas ce qu'on va faire pour ce village. Ces dons, c'est tout juste la courtoisie. C'est pour tout juste la teranga sénégalaise. C'est pas ce qu'on va faire. Par contre, avant la fin de cette séance, on va recevoir des femmes ici présentes de Ficelle, leurs projets, leurs besoins, c'est-à-dire l'expression de besoins sous forme de projet. Et nous, après, on va retourner à Dakar, entre comités, avec notre bureau exécutif de l'association. On va essayer d'étudier et avec nos partenaires, que ce soit l'État, les démembrements, les collectivités locales, les ONG et autres, essayer de voir ce qu'on peut faire. D'ailleurs, on va commencer par le bois villageois. Les dons sont composés de riz, de denrées alimentaires d'une manière générale, riz, huile, sucre et des chips et en plus des boissons et en plus du matériel destiné au ménage comme des draps de lit, des couvertures, des tapis, des moquettes, des pots, des seaux, des bassines, ainsi de suite. Donc c'est des dons divers qui sont utilisables dans les ménages. On est venu, on a amené une délégation pour étudier un peu quelles sont les réalités de Ficelle, quelles sont les difficultés que les femmes de Ficelle éprouvent, surtout la femme rurale même. Une action de solidarité appréciée à sa juste valeur par les bénéficiaires. Celles-ci se disent laissées en rade aussi bien par les autorités que par les ONG. De l'action qu'a fait Mme Touré, Aminata Silla. Nous sommes très contentes vraiment parce que nous sommes des femmes qui sont laissées en rade. On n'est jamais bénéficié de l'aide du gouvernement ni des ONG. Nous saluons leur initiative. Mais dans la main, femmes urbaines et rurales se retrouvent pour se soutenir, une façon de magnifier la solidarité féminine. On parle de football dans cette page des sports avec le championnat de Ligue 1 saison 2013-2014 qui démarre ce samedi. Elle avait des compétitions. Nos reporters font l'état des forces en présence. Les favoris naturels, les outsiders, avec en filigrane bien sûr l'espoir de vivre un championnat avec un niveau très bon. Le point avec Abdelaziz Khan. Le coup de gong pour lancer la nouvelle saison de Ligue 1 sera donné à partir de ce samedi. Et pour cette nouvelle édition, Djambar, Djaraf et Casa Sport s'imposent comme les favoris légitimes. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de changements par rapport aux favoris habituels. Je parlais de Djambar, du Casa, du Djaraf. Entre Pikine et Nyaritali, bon, ça ne va pas sortir de ce quatuor-là, je pense. Ou bien ce quintet-là. Parce que quoi, il y a la stabilité, assez souvent des effectifs ou des staffs techniques et les moyens. On a du Sénégal ici, il y aura toujours des équipes qui seront présentes parmi les 5 meilleurs, c'est-à-dire Djaraf, Casa, Djambar. À chaque saison, ces équipes troublent fête. Et au Sénégal, les promus ont souvent tendance à fausser les pronostics de départ. Pour moi, forcément un promu. Pourquoi? Parce que déjà, on ne les attend pas. Ils arrivent avec beaucoup d'ambition, avec l'envie de montrer que on était en Ligue 2, mais on avait les moyens d'être en Ligue 1. Je vois beaucoup plus sur l'Europe. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un recrutement comme pour l'année dernière. Ils ont fait quoi? Ils sont allés voir de très bons joueurs de Ligue 1. Je parie aussi sur le retour au premier plan de l'US Ouakam, qui a raté son championnat l'année dernière, mais qui a vraiment fait un bon coup durant l'intersaison en ramenant ses meilleurs défenseurs de l'année du titre. La Sonouor ou bien Sadombour, parce que en fait quand on regarde les joueurs, il n'y a pas de grande différence entre des joueurs évoluant en Ligue 2 ou bien des joueurs évoluant en Ligue 1. La différence se fait à quel niveau? Au niveau de la prise en charge des joueurs du point de vue économique et financier. Les matchs de préparation et les tournois organisés par ci et là laissent présager d'un championnat au niveau élevé. En plus, on voit les supporters venir au stade. Si on prend par exemple l'exemple de la finale du tournoi de Parlement, on dit souvent que Djaraf et Djambar n'ont pas de supporters. Et pourtant, dimanche dernier,
le stade Demba Diop était pratiquement plein. Donc ça veut dire que le public vient. Et si le public vient, ça va forcer peut-être les entraîneurs, ce que je pense moi et ce que j'espère, à beaucoup se lâcher, à ne plus brider leurs joueurs. Depuis l'avènement de la Ligue Pro, aucun champion n'est parvenu à se succéder. C'est déjà le premier défi qui s'impose à Djambar. Alors, retenez au programme, demain au Stade Demba Diop à 16h, Yego reçoit Ngor. À 18h, Niary Tally affronte la Linguère. Et toujours ce samedi à Alassane Djigo, l'AS Pikine affronte le champion au titre Djambar. Alors qu'au stade Caroline Faye de Mbour, Touré Kunda reçoit le port autonome de Dakar. Dimanche, le Casa Sport affronte au stade régional de Kolda Sunéor. Cette première journée prend fin lundi prochain avec 2 rencontres au Stade Demba Diop, Stade de Mbour contre Uzo et Garaf qui affronte Duc. On parle à présent de Beach Soccer. La 3e édition du trophée de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal se tiendra du 25 au 29 décembre à la plage de Diamalai. Ibrahima Ndiaye Chita, initiateur du tournoi, précise que chacune des 8 équipes participantes aura droit à un ballon. Il est interrogé par Chertidiane John. Il y a un tournoi que je vais organiser avec mon association à la fin du mois de décembre. Et donc les 8 équipes qui vont participer à ce tournoi-là, à chaque équipe quand même, on va remettre un ballon. Donc malheureusement, ils nous avaient envoyé 20, mais je n'ai reçu que 10 dans la caisse. Donc les 8, je vais les offrir quand même aux 8 équipes qui vont participer à ce tournoi. Donc pour y participer aussi, il faut appeler quand même un numéro. Là au moins, on va prendre les 8 premières équipes. Le tournoi débute le jeudi 25, hein, on va jouer les quarts de finale. Comme ça, le samedi et le dimanche, on va jouer les demi-finales et la finale. Et pour y participer, quand même, il faut qu'ils appellent quand même au 77 192 34 09. Là, je vais les identifier pour pouvoir quand même les inviter à ce tournoi-là et leur remettre les ballons qui m'ont été offerts. On parle à présent de sport mécanique. Le championnat national des rallyes démarre ce week-end dans la capitale du rail. Au moins une quinzaine de véhicules et de motocross vont prendre part à ce rendez-vous sportif sur un circuit de 350 km. Suivant à ce propos Jean-Marc Derneville au micro de Djibril Jay. Alors, la première course c'est ce week-end, hein, le 14 et 15 décembre, avec à peu près 350 km de rallye. Le rallye partira samedi matin à 10h de Thiès de la place de France, où auront lieu les vérifications techniques, la remise des documents et le tirage au sort pour déterminer l'heure de départ. Et il ira sur Bombay, où là, il y aura un bivouac qui sera organisé pour les concurrents et l'organisation et le staff, les prestataires, tout ça. Donc, on sera tous ensemble. Et le retour dimanche se fera de Bombay sur Thiès, place de France, où les concurrents auront parcouru quelques 300 km. C'est spécial. Alors aujourd'hui, nous aurons en voiture 15 voitures au départ pour cette première manche du championnat, 15 voitures. Alors les voitures, il y a les 3 catégories dedans. Il y a la catégorie Proto, la catégorie 4x4 et la catégorie SSV. Donc ces 3 catégories au programme des voitures. Et en moto, par contre, c'est une seule catégorie, toutes les cylindrées mélangées. On aura 8 motos au départ. La saison finira fin mai 2014. À savoir qu'il y a 5 courses dans l'année, enfin dans ce championnat, dont le Tour du Sénégal, qui est l'événement phare du championnat, qui est organisé au mois de mars, vers la mi-mars. Notre focus de ce soir s'intéresse à l'accès aux produits bancaires qui reste encore un casse-tête pour des personnes en activité. Les obstacles rencontrés sont relatifs aux transactions, accès au crédit et notamment un taux de prêt relativement élevé. Ibrahima Kamara. La plupart des Sénégalais ne sont pas bancarisés. Faute d'être solvables, ces derniers préfèrent se trouver les moyens de garder leurs maigres revenus. La culture de se doter d'un compte bancaire n'est toujours pas unanime. Par ailleurs, d'autres connaissent bien le système bancaire. L'accès au crédit et ses rouages sont fustigés par certains Sénégalais qui préfèrent d'ailleurs ne pas s'y aventurer malgré le besoin crucial. L'économie du pays au ralenti. Selon ces commerçants, les difficultés financières doublées de leurs activités informelles constituent un frein. Le taux très élevé sur les prêts bancaires, un autre obstacle. Certains compatriotes se sont exprimés hors de nos caméras.
Il fustige les tracasseries bancaires relatives aux conditions de prêt, de transaction et autres démarches qui constituent un casse-tête selon ces derniers. Pour évoquer le sujet, notre invité, Famara Ibrahim Sissé, il est le président de l'association des clients de banque. Monsieur Sissé, bonsoir. Mme Fatou, bonsoir. Alors, dites-nous déjà pourquoi l'idée de créer une telle association. Vous savez, malgré la libéralisation du secteur bancaire par la Banque centrale en 1994, malgré la diminution même des taux d'intérêt, des taux directeurs de la Banque centrale qui sont passés de 3% à 2,75%, les institutions de microfinance continuent à appliquer des taux de 12, 14, 16, 18% pour les banques et 22, 24, 27% pour les microfinances. Des taux exorbitants, des taux qui tuent l'agriculture, des taux qui tuent les PME, des taux qui tuent les PMI, des taux qui ne font pas la promotion humaine. Et encore plus grave pour les microfinances parce que si vous voyez bien l'esprit des microfinances, l'État a favorisé la création des microfinances pour permettre les plus défavorisés qui n'ont pas accès au crédit des banques légalement constituées de pouvoir accéder au crédit grâce aux microfinances qui étaient exonérées de toute taxe. Vous l'avez entendu le débat tout récemment, l'État a mis la taxe au niveau des microfinances, ce qui est salutaire. Vous savez, les banques sont régies par les lois du commerce. C'est pourquoi nous demandons aux inspecteurs de commerce de vérifier même les contrats de prêt des institutions bancaires, parce qu'il y a toute une nébuleuse autour des contrats de prêt. Nous avons fait plusieurs banques, nous avons évoqué la question des contrats de prêt, mais aucune d'entre elles n'a accepté de nous donner les contrats de prêt. Donc au Sénégal, les taux d'intérêt sont exorbitants et il y a un problème de désinformation qui est là. L'autre problème, c'est relatif aussi aux cartes GAP. Je vais l'évoquer. Mais juste avant de parler justement de ces cartes GAP, le citoyen lambda qui nous regarde est très intéressé par notamment le taux des banques qu'on trouve très élevé au Sénégal. Comment vous l'expliquez justement et quel peut être l'impact ou la prise en charge de l'État par rapport à ce problème-là? Vous savez, il y a toute une mer, tout un fleuve, n'est-ce pas, d'intérêt. Les banques achètent de l'argent quelque part à un taux de 2,75% au niveau de la BCEAO, je l'ai dit. Cet argent-là a des taux de 12, 14, 16, 18%. Donc c'est des taux exorbitants, des taux qui tuent même, n'est-ce pas, les différentes professions de notre pays. Vous l'avez entendu, 372 entreprises ont fermé boutique. Cela est dû en partie aux taux d'intérêt qui leur ont été attribués, des taux d'intérêt très exorbitants. Donc c'est des taux vraiment qui ne sont pas raisonnables et que nous fustigeons amèrement. D'accord. Le souci est peut-être beaucoup plus important du côté des populations qui vivent de l'agriculture. Et là, j'imagine que vous mettez en cause aussi les institutions de microfinance puisque les banques légalement constituées, puisque le taux de bancarisation au Sénégal, on le sait, est très faible. Très faible. Vous savez, le taux de bancarisation est très faible. Aujourd'hui, le Trésor public ne paye plus les billettages, ne paye plus un gros marché que l'État a octroyé aux banques pour que, en contrepartie, les banques revoient leur taux d'intérêt et favorisent ce qu'on appelle la bancarisation parce que nous sommes dans l'ère de la bancarisation. Et les conséquences, n'est-ce pas, si nous ne faisons pas de la bancarisation en outrance, c'est que vous avez entendu tout récemment, 150 millions ont été volés dans les coffres d'un douanier. Tout récemment encore, vous avez entendu l'incendie d'un marché où 80 millions se sont volatilisés. Vous savez, nos pays pauvres dépensent énormément de fonds pour tout simplement confectionner des billets de banque. Nous arriverons avec la bancarisation en outrance à un moment où les banques vont retenir la liquidité et que les gens vont fonctionner avec des cartes. Aujourd'hui, si on n'en prend pas garde, les cartes-là vont causer énormément de préjudice aux clients. Est-ce que les populations rurales ne sont pas victimes de certaines institutions de microfinance, justement, déjà par rapport au taux et parfois aussi par rapport à des arnaques? Effectivement, beaucoup d'arnaques dans les banques. Non seulement le prêt est inaccessible, les banques sont en surliquidité. Malheureusement, du surliquidité n'est pas mise à la disposition des populations. Les banques ne financent pas, malheureusement, l'agriculture. Beaucoup de frustration dans les institutions bancaires. Je vous dis une chose, aujourd'hui, les banques sont des prisons,
pour les clients. Pour entrer dans une institution financière, toutes les portes vous sont ouvertes, vous êtes avoué par la banque, le compte même vous est gratuitement donné, mais dès lors que vous y entrez, vous découvriez tout le fonctionnement usuraire de l'institution financière, vous émettez le vœu de quitter l'institution financière, elle vous crée tous les problèmes du monde. D'abord, elle vous demande de payer le certificat d'engagement. Qu'est-ce que le certificat d'engagement? C'est un simple papier qui atteste de l'état de votre compte, qui dit que vous devez tant à la banque. Ce papier coûte excessivement cher à la banque, 58 500. Vous payez ce papier, vous remboursez l'intégralité de votre prêt avec des pénalités à l'appui, ou bien parfois même le paiement intégral des intérêts échus à échéance, c'est-à-dire que les intérêts à venir que vous n'avez pas encore consommés, vous remboursez intégralement le prêt avec ces pénalités-là, vous émettez le vœu de quitter la banque, vous dites non, avant de quitter, vous allez payer le certificat de non-engagement. Un simple papier qui dit vous ne me devez plus rien. Ce papier-là coûte encore 58 500 à la banque. Vous payez ce papier-là, vous voulez partir, la banque vous dit avant de partir, il faut faire. C'est à la banque ou plutôt au consommateur, au client? La banque demande au client de payer des frais de clôture de compte. Tous ces montants-là sont payés par le client. La banque vous demande de payer des frais de clôture de compte qui s'élèvent à 23 000, 24 000. Ce qui veut dire que pour quitter la banque, il faut payer une coquette somme de 40 à 150 000 francs. Et pour recevoir le certificat de non-engagement qui vous libère de la banque, vous allez encore pouvoir lutter pendant 3-4 mois. C'est pourquoi tout récemment vous avez suivi le débat du commando qui est entré dans une banque de la place et qui a dégainé son arme. Donc énormément de frustration. Les banques sont devenues des prisons pour les clients, alors que la liberté du client d'adhérer dans la banque de son choix doit être respectée, n'est-ce pas, par la banque pourvu qu'il honore ses engagements. Alors Famara, est-ce qu'aujourd'hui on ne devrait pas tout simplement changer le rapport entre le client et la banque? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a l'impression qu'au Sénégal, on ouvre un compte que pour avoir un prêt. Et aujourd'hui, la banque, peut-être avec l'usage qu'on sait par rapport à l'utilité de l'usage de la carte bancaire et autres, est-ce qu'il ne faut pas peut-être changer la perception du client par rapport à la banque et inversement? Effectivement, la perception doit être changée. Vous savez, le rapport qui lie le client à la banque, au moment où la banque est dans une recherche effrénée d'intérêt, de profit, le client, lui, ne cherche qu'à améliorer sa condition de vie. Je vais rebondir sur les cartes GAP. Vous savez, la carte GAP est un produit que la banque met à la disposition du client pour qu'il puisse accéder à son compte à tout moment et à toute heure. 4 heures du matin, vous voulez faire une opération, vous allez au GAP. Malheureusement, au client. Vous allez au GAP, le GAP est en panne, le GAP est hors service, le GAP n'a pas de réseau, un lourd préjudice, alors que le client s'il cause le moindre préjudice à la banque, immédiatement les pénalités tombent, ce qui est une injustice, alors que tout préjudice doit connaître réparation. Dans la banque, les agios coûtent excessivement cher et il y a certaines banques qui ont pris la décision de manière unilatérale d'augmenter les agios, alors que entre le client et la banque, c'est un contrat qui les lie. Si le contrat doit évoluer, ça doit être de commun accord. De manière unilatérale, les banques sont en train de faire leur loi. Des micro qui n'ont pas d'agrément et qui continuent à opérer à l'intérieur du pays. Ce qui est extrêmement grave. C'est votre rôle de les dénoncer. Et justement, au-delà de la campagne de sensibilisation, d'information, peut-être que le client soit beaucoup plus regardant sur les frais prélevés, etc. etc. Beaucoup de clients s'en plaignent. Quelle est votre marge de manœuvre? Qu'est-ce que vous pouvez faire justement? Nous sommes en train de sensibiliser les clients, de les informer, de les regrouper. Parce que individuellement, nous ne pouvons pas régler nos problèmes. Mais dès lors que nous nous mettons en association, nous arriverons à arrêter certaines dérives bancaires et à combattre certains monstres financiers qui se vouent au banditisme financier, à lui. Parce qu'en réalité, il n'y a pas que les banques, le vol légalisé. Il y a le vol qui est illégal, des morts, des hommes qui se sont organisés et qui font ce qu'on dans notre terminologie, ce qu'ils font du soul-bouki, souli-bouki. Vous vous rendez compte des coupures qui se font à la source, ce qui est extrêmement grave parce que nous sommes dans l'ère de la bancarisation. Aucune coupure ne doit s'effectuer à la source. Mais malheureusement, au centre Pétavin, ces gens-là sont en train de connivence avec des agents du centre Pétavin, de couper, de ponctionner des salaires à la source, alors qu'une lettre écrite par le président de la République d'alors avait demandé à ce que les ponctions à la source soient arrêtées. Donc beaucoup de dérives au niveau des banques. Et le taux justement de prélèvement, on sait que voilà, et je crois que c'est peut-être le tiers du salaire qui maximum doit être prélevé. Par exemple, en cas de prêt, est-ce que là également les banques respectent la loi? Pas du tout. Vu alimentaire du salaire, le législateur a scindé le salaire en deux parties. Une quotité cessible, saisissable, communément appelée le tiers du salaire, que le client et que le créancier peut prendre. Une que l'on appelle la quotité incessible, insaisissable, que le client ne peut pas céder et que la banque ne doit prendre en aucun cas. C'est le nécessaire alimentaire. C'est la convention numéro 95 sur la protection du salaire de l'Organisation internationale du travail. C'est repris par notre code de procédure civile en son article 381 qui protège du salaire. Fin du mois, les salariés se retrouvent avec des salaires dérisoires de 9 000 francs, de 3 000 francs. Parfois même, vous restez des salariés qui restent pendant 2 ans, 3 ans sans percevoir le salaire. Une violation flagrante de cette réglementation bancaire. C'est pourquoi nous attirons l'attention des autorités pour
qu'elles agissent afin que les banques arrêtent cette dérive-là, cette politique de désinformation et cette humiliation même à la limite. Parce que vous entrez dans une microfinance, au lieu de voir les prix, mais ce que vous voyez, c'est un tableau au fronton duquel il est écrit « mauvais payeur ». Le seul tort de ces photos, de ces gens-là, c'est d'être dans l'incapacité financière de rembourser. Je pense que Famara Ibrahim Cissé, ce ne serait pas vous faire offense d'assimiler votre association à une association de défense des droits des consommateurs. Effectivement, c'est une association qui défend les intérêts des clients dans les banques. Nous sommes une association de consommateurs parce que la banque vend de l'argent, le client achète de l'argent à la banque, mais à des coûts exorbitants. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Voilà qui met fin à cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous et bon week-end. Au revoir.